Mes chers amis, chers abonnés, chères lectrices, chers lecteurs, bonjour. L'objet de mon intervention d'aujourd'hui est de vous faire un deuxième discours sur le racisme, en complément de mon premier discours prononcé au mois de novembre 2024, et ensuite vous présenter mon nouvel ouvrage intitulé Ma belle espérance. Voilà. Bon. Donc, tout d'abord, le deuxième discours sur le racisme, qui complète le premier. Pour dire aux réfractaires euh, qui soutiennent la théorie évolutionniste sur le racisme, comme quoi les hommes les hommes que nous sommes descendraient des singes, pour leur dire qu'il n'y a point eu d'évolution de l'homme, qu'il n'y a point eu d'évolution de l'homme qui serait descendu du singe. Et j'en veux pour preuve et qu'il y a seulement eu des progrès industriels, technologiques de l'être humain, mais qu'il n'y a pas d'évolution de l'homme descendant du singe. Je vais prendre un exemple très simple. Le cas des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont été, l'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb, comme tout le monde le sait. Les États-Unis sont indépendants de l'Angleterre depuis le XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, 1776, dans ces années. Et vous voyez aujourd'hui, 3 à 4 siècles après la fondation, après l'indépendance des États-Unis d'Amérique, en 3, 4 siècles, vous voyez que les États-Unis d'Amérique sont devenus la première puissance mondiale. Sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan militaire, sur le plan commercial, sur le plan économique aussi. Le PIB des États-Unis est 10 fois supérieur au PIB de la France. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, en 3 à 4 siècles, les États-Unis ont dépassé de loin des civilisations millénaires, comme la France, comme les autres pays européens, et comme des civilisations comme la Chine, des civilisations millénaires, en 3 à 4 siècles. Est-ce que les Américains ont évolué? Non. Ils ont juste progressé. Ils viennent d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Irlande, d'Italie, d'Amérique latine, donc indirectement pour les latinos, certains qui viennent d'Europe, d'Espagne, et aussi il y a des Amérindiens qui étaient autochtones. Est-ce qu'il y a eu, en 3 à 4 siècles, une évolution des Américains? Une évolution au sens de la théorie raciste évolutionniste? Non. Ils ont juste progressé. Les Américains ne sont pas devenus une race supérieure aux Européens, une race supérieure aux Noirs africains, une race supérieure aux Asiatiques, mais ils sont la première puissance mondiale. Donc, c'est l'idée de progrès
qu'il faut mettre en avant plus que l'idée d'évolution, plus que l'évolutionnisme qui est une théorie fausse. D'ailleurs, c'est ce que reconnaissent les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, qui ont mentionné dans leur constitution, donc dans leur loi fondamentale, que tous les êtres humains ont été créés égaux. C'est cette même vérité qui se trouve dans la Constitution française, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. La théorie évolutionniste a été inventée pour satisfaire la conscience des esclavagistes. Voilà. Qui ne pouvaient pas supporter l'idée que des êtres humains puissent faire certaines, puissent asservir à un certain point d'autres êtres humains, puissent leur faire tant de mal comme l'esclavage, les tortures, les meurtrissures, les blessures infligées aux Noirs américains, importés d'Afrique, vendus comme des marchandises et réduits en esclavage. La conscience collective ne pouvait pas supporter ce crime contre l'humanité qui a été perpétré pendant 4 siècles à travers le commerce triangulaire. L'Europe, à partir de l'Europe, les bateaux chargés de pacotilles qui partaient en Afrique, où ils achetaient des esclaves, ou bien ils faisaient des razzias, des rafles de Noirs, qu'ils déportaient dans des conditions épouvantables en Amérique pour les réduire en esclaves. Et cela pendant 4 siècles. Des hommes ont fait cela à d'autres hommes. Et donc la théorie évolutionniste, comme quoi l'homme descendrait du singe, a été inventée pour soulager certaines consciences. Mais il est temps d'en revenir aux vérités fondamentales, notamment les vérités qui figurent dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans la Constitution française. Donc, point d'évolution. L'homme ne descend point du singe. Donc, il fallait clore ce débat. Nous sommes tous des êtres humains et l'exemple de l'Amérique en est la preuve éclatante. En 3-4 siècles, les Américains dépassent tout le monde. Noirs, blancs, il y a des noirs à travers les blancs américains, les noirs américains, les afro-américains, les latinos, ils dépassent tout le monde. Ils dépassent des civilisations millénaires. Là, comme les Français, mais aussi ils dépassent les Chinois. De loin, et ça depuis longtemps. Alors que ce sont des civilisations millénaires. Tandis que les États-Unis ont une civilisation séculaire. Pluriséculaire. 3 à 4 siècles maximum. Donc, voilà. Pour la théorie de l'évolution qui est absolument fausse. D'autant que si on revient ici en Europe, toutes les théories racistes qu'il y avait au XXe siècle notamment avaient été balayées par l'exemple des Juifs.
tous les tenants des théories racistes sur la sur- pas, qui pensaient qu'il y a une supériorité de la race aryenne sur les autres races, comme Adolf Hitler, voyaient clairement à travers les juifs que c'était faux. À travers les juifs, ils voyaient clairement qu'il n'y a point de supériorité raciale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des juifs? La Shoah. Les juifs étaient la preuve de la fausseté des théories nazies racistes. Ils ont été victimes de génocide, car les juifs étaient très bien intégrés, ils voyaient qu'il n'y avait pas de supériorité intellectuelle particulière ou quoi que ce soit. Très bien intégrés dans la société occidentale. Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921, tout cela. Les juifs et donc les racistes fondamentaux voyaient Hitler, il faut le dire, les juifs en tant que menace pour la race aryenne, la supériorité de la race aryenne. Non, ils voyaient tout simplement que les juifs étaient égaux des Aryens. Ils voyaient l'égalité. Et c'est pour cela qu'ils les considéraient comme une menace. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un génocide, la Shoah, pour ensuite prétendre à une supériorité raciale. Mais les Juifs étaient la preuve de l'égalité des hommes, ici en Europe, au XXe siècle. C'est pour cela que les racistes fondamentaux leur ont fait un crime contre l'humanité, un génocide, la Shoah. Si on en revient à l'Europe. En Asie, les Arabes, je prends l'exemple des Arabes, au 7e siècle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait fait? Son muezzin était un noir, Bilal. C'est lui qui appelait les gens à la prière. Il avait désigné un noir. Au 7e siècle. Voilà. Tout cela pour dire que nous descendons tous d'Adam et Ève et que nous sommes des fils d'Adam. Et que nous avons été créés par un Dieu unique. Voilà. Donc, après cela, de nos jours, on a eu de l'espoir, hein? Beaucoup d'espoir à compter de l'année 2008, avec l'élection historique du président Obama comme premier président noir des États-Unis d'Amérique. Une élection qui venait clore un cycle, plusieurs cycles, l'esclavage en 4 siècles, la ségrégation raciale qui s'en est suivie, la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, et enfin en 2008, premier président noir des États-Unis, le président Barack Obama. On a commencé à partir de là à parler de post-racisme, parce qu'il est aussi l'exemple éclatant pour les racistes, pour tout le monde, hein, de l'égalité de tous les hommes. D'autant qu'il est métis. Voilà. D'autant qu'il est métis d'un papa noir, d'une mère blanche. Voilà. Donc, on avait commencé à parler de post-racisme
à partir de 2008, qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir avec l'élection du président Obama, avec sa femme, Michelle Obama, qui est une descendante d'esclaves à la Maison Blanche. On se dit, non mais ça là, c'est l'ère post-raciale. Tout le monde avait eu beaucoup d'espoir, avec moi-même y compris. J'étais alors jeune étudiant et je supportais, je me rappelle, jusqu'à 3 heures du matin pour regarder les caucus de l'Iowa, des élections, des primaires dans le Minnesota, Wyoming. J'avais beaucoup d'espoir. Bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'espoir et je n'ai pas été déçu. On parlait de post-racisme. Cependant, il y a eu une élection historique, une élection révolutionnaire, mais après chaque grande révolution, il y a des contre-révolutions, c'est-à-dire des gens qui aimeraient qu'on revienne en arrière, qu'on revienne aux années 60 ou bien une contre-révolution à laquelle il faut bien évidemment faire face. Mais c'était une révolution mondiale et il y a eu une contre-révolution par certains qui gardaient certains préjugés racistes, certaines idées racistes. Voilà, mais la Révolution française aussi avait eu des contre-révolutionnaires. Hein. Voilà. Donc, on parlait de post-racisme. On parlait de post-racisme, mais je le dis, il y a eu des gens qui sont demeurés sceptiques par rapport au progrès qu'a été l'élection du président Obama et tout ce qui s'en est suivi comme répercussion au plan mondial. Voilà. Donc, nous nous trouvons en 2025, au 21e siècle, à une période intermédiaire entre racisme et post-racisme. Plutôt, à une période intermédiaire. Donc, ce sont des périodes de fluctuation, mais c'est l'avenir c'est le cours du monde qui est ainsi fait. Voilà. Pour revenir en Europe, on peut relever qu'il y a parfois des actes racistes, des actes de xénophobie et des actes de rejet de l'autre. Et pourtant, euh, si on raisonne un peu, je pense qu'on peut faire face à tout cela. Parce que, concernant les Européens, après le commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique, Europe, les bateaux, c'était le circuit des bateaux. Après cela, il y a eu la colonisation. C'est-à-dire que les puissances, les grandes puissances européennes, la France, l'Angleterre, notamment, avaient décidé de se partager, certaines parties du
monde, notamment l'Afrique, par la colonisation. Tandis que les Allemands, avec leur chancelier Bismarck, Otto von Bismarck, eux pensaient que les enjeux se trouvaient en Europe. Bismarck, pour lui, c'était les Anglais et les Français voulaient dominer le reste du monde. Bismarck, les Allemands, voulaient dominer l'Europe. Français et Anglais, le reste du monde, l'Afrique, les Africains, voilà. Bismarck, lui, voulait dominer les Français, les Anglais. Il voulait plutôt dominer l'Europe, les Allemands. Et c'est long à expliquer, ça a donné lieu à la Première Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, les Français notamment ont eu recours à leurs colonies, aux tirailleurs sénégalais, aux tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, qui sont venus faire la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mon aïeul, le père de mon grand-père, est tombé ici, en Europe, pendant la Première Guerre mondiale. Et là, déjà, dans les tranchées, les soldats voyaient qu'il n'y avait pas de supériorité raciale. Ils le voyaient très bien, dans les tranchées, pendant la guerre. Voilà. Nonobstant quoi, un certain racisme est resté. Les Américains sont entrés en guerre en 1917 et ont permis aux Alliés de gagner la Première Guerre mondiale. À la suite de quoi, après le traité de Versailles, les Allemands, Hitler, ont voulu prendre leur revanche et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et là encore, des colonisés ont fait la guerre et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le processus de décolonisation. Dans les années 50, dans les années 60, dans les années 50, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu des décolonisations pacifiques, comme il y a eu des décolonisations conflictuelles. Voilà. Il y a eu la décolonisation, un processus de décolonisation dans les années 50 jusqu'au dans les années 60. Voilà. Petit à petit. Cependant, après les décolonisations, des pays comme la France, l'Angleterre, ont gardé des liens étroits avec les anciennes colonies. Des liens culturels, des liens économiques. La France, à travers la francophonie, mais à travers aussi d'autres liens économiques, les Anglais à travers le Commonwealth, par exemple, des liens comme cela. Mais il y a eu surtout des 30 glorieuses, parce que après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire l'Europe. Il fallait reconstruire l'Europe qui avait été détruite par la guerre. Et là, on a fait appel à des ouvriers qui encore venaient des colonies. Algériens, Marocains, Sénégalais, Tunisiens, Maliens, qui venaient des colonies. Ils sont venus, ils sont installés en France, petit à petit. Voilà. Et ils avaient besoin. Pendant les 30 glorieuses, pour reconstruire l'Europe, dans les manufactures, dans les usines, on avait besoin de. Et avec les liens culturels,
civilisationnelle qui avait été gardée, il y a eu aussi des étudiants. J'en fais partie. Des étudiants qui sont venus étudier en Europe, se former, etc. Mais moi, je suis bien plus tard sur. Voilà. Voilà. Donc, voilà. D'où la présence de Noirs, d'Arabes, d'Asiatiques, de Vietnamiens en Europe. Donc, il y a, d'où leur présence. Cependant, il y a parfois des actes de rejet, rejet de la mixité ethnique, rejet aussi de la religion de certains. Or, pour la religion en question, l'islam, si vous regardez, le dernier phénomène qu'il y a eu, c'est la mondialisation, la globalisation, avec une circulation des marchandises, une circulation des services, une circulation des personnes, une mondialisation qui met en scène qui l'Union européenne, les USA, les pays de l'ASEAN. Qui en a plus profité? Les pays les plus riches. L'Europe, les États-Unis. Pendant longtemps. Donc, et pourtant, la religion de certains, l'islam, n'est pas acceptée. Or, si vous regardez, il y a environ 1,9 milliard de musulmans dans le monde sur une population de 8 milliards. Donc les musulmans représentent approximativement entre 20 et 25% de la population mondiale. Il est normal, dans ce processus économique, industriel, commercial, qu'il y ait des musulmans dans un pays, comme la France et dans certains pays occidentaux. C'est très normal qu'il y ait des musulmans, comme il y a environ 25% de musulmans. Et la part de musulmans en France, je vais prendre l'exemple de la France, c'est à peu près 10%. Ça veut dire même pas le pourcentage mondial, même pas la moitié du pourcentage mondial. Si les données concernant la France sont exactes. 25% de musulmans dans le monde, s'il y a 10% de musulmans en France, est un scandale. Après tout ce que j'ai, depuis la colonisation, en passant par les Trente Glorieuses, avec la mondialisation. Donc il faut accepter la religion musulmane comme les autres religions, comme on accepte le christianisme, comme on accepte le judaïsme. D'autant que c'est ce qui est conforme aux règles juridiques. La liberté de conscience, la liberté du culte, la liberté de religion. Et pour cela, pour un pays comme la France, il y a le principe de laïcité, de séparation. Le principe de séparation de l'Église et de l'État doit être appliqué de la même façon aux musulmans. C'est une évidence. Principe d'égalité. C'est cela qui est conforme à la Constitution, c'est cela qui est conforme aux règles juridiques. Et pour les autres pays occidentaux, la rule of law, l'état de droit. La rule of law, la Rechtsstaat pour les Allemands. Simplement. Simplement.
état de droit, respect des règles juridiques pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il ne faut pas que ceux qui dirigent soient les premiers à les transgresser. Car c'est eux qui doivent donner l'exemple aux autres. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les questions de racisme. Et donc, je peux procéder à la présentation de mon nouvel ouvrage, qui est mon journal mémoire. Mon journal mémoire que j'ai écrit sur, c'est mon troisième ouvrage, après le cœur du globe en 2014. Coronavirus les convertis en 2020, qui avait été écrit dans le contexte de la COVID-19. Dans le contexte de la COVID-19, COVID qui a 6 millions de morts, à peu près entre 5 et 6 millions. Je vous présente mon nouvel ouvrage, qui est mon journal mémoire, intitulé Ma belle espérance. Voilà. Ma belle espérance, qui a été écrit sur 10 ans. Voilà. Et qui est disponible sur Amazon. J'ai écrit ce journal, c'est un journal mémoire que j'ai écrit sur 10 ans, depuis 2015. De 2015 à 2025. Voilà. Je l'ai dédié à mon père, à ma mère, à mon épouse Marietou, à mon fils Ibrahim et à toutes les personnes qui me sont chères ou qui m'ont aidé dans la vie. Donc, je vous présente c'est un journal. C'est un journal. Il est composé de 7, disons, comment on appelle, 7 livres, 7, je les ai intitulés livres, mais c'est 7 chapitres. 7 chapitres. 7 chapitres. Le premier chapitre est consacré, c'est un journal mémoire, sur plus de 10 ans, de 2015 à 2025. Le journal où je consigne mes idées, où j'ai consigné mes idées méticuleusement, et où aussi voilà, consigne des souvenirs. Donc, le premier chapitre est consacré au plus grand prophète de Dieu, qui veut croire, qui veut croire. Le deuxième chapitre est consacré à quelques grands héros contemporains. Je vais en citer certains. Bon, pour les prophètes de Dieu, les plus grands prophètes de Dieu, il y a le prophète Noé, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 plus grands prophètes de Dieu, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quelques grands héros contemporains. Il y a le président Barack Obama, il y a le pape François, il y a Nelson Mandela, apartheid, il y a Martin Luther King, il y a Charles de Gaulle, que je décris méticuleusement, pas méticuleusement, mais en tout cas méthodiquement. Ces grands héros. Il y a Jean Moulin, il y a Maximilien de Robespierre, il y a Abraham Lincoln, Robespierre, voilà, dans le journal. Il y a également ça,
pour le chapitre concernant les grands héros. Il y a aussi un chapitre qui est consacré à mes idées, mes pensées sur la France. Voilà. Un chapitre consacré à mes pensées sur la France. Il y a un livre, un chapitre, mes pensées sur le monde. Mes pensées sur le monde. Il y a mes principes directeurs. Il y a des souvenirs comme de Gorée, au Sénégal, le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, des souvenirs de Marseille, le Vieux-Port, la Tour Eiffel, le Louvre, les bords, les bords de Marne, ici dans le Val-de-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Et enfin, il y a des conseils que je donne à mes lecteurs à la fin de l'ouvrage. Donc, c'est un livre très intéressant, c'est mon troisième, très intéressant, des conseils de sagesse à la fin de l'ouvrage. Donc, il est disponible sur Amazon. Voilà. Cela étant, pour conclure, je note dans le monde au mouvement de reconnaissance de l'État de Palestine. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça donne de l'espoir. Il faut savoir que c'est un conflit qui date depuis longtemps. Et je pense que la solution ne peut qu'être diplomatique. Elle ne peut pas être militaire. Donc, les États qui ont reconnu l'État de Palestine doivent en tirer toutes les conséquences logiques, toutes les conséquences cohérentes, en permettant sur leur sol l'ouverture d'ambassades et de consulats, de représentations consulaires pour le peuple palestinien. Voilà. Et travailler à une résolution pacifique de ce litige et éviter d'en faire un sujet de division politique ou un sujet de clientélisme politique. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des Israéliens qui souffrent, qui sont pas en sécurité, des otages, des gens qui meurent, des enfants qui meurent de faim, des femmes qui sont tuées. Donc, il faut qu'il y ait un consensus pour résoudre diplomatiquement ces litiges qui durent depuis trop longtemps et ne pas faire certains calculs, à savoir combien d'électeurs je vais avoir si je suis du côté des Palestiniens, ou combien d'électeurs je vais avoir si je suis du côté des Israéliens, combien d'électeurs, de voteurs, tout cela. Non, non. Il faut penser à la souffrance humaine et essayer, avec toutes les bonnes volontés, de résoudre ce conflit, car il y a trop de souffrance dans cette région du globe. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.